Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Bolduc-Robitaille qui fait un retour sur l'assassinat de son père qui a eu lieu il y a plusieurs années. Elle nous parle aussi de son nouveau balado. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous parle d'un esprit sain dans un corps sain. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, l'immunopsychiatrie. Bienvenue à Folie douce. Ici Claire. Ici Julie. Du podcast Endoed. Vous écoutez présentement Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Marie-Ève Bolduc-Robitaille. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. On t'a reçu il y a 2 ans, en fait, à Folie douce. Oui. Puis on avait le goût d'en savoir plus, puis comment avait évolué ta vie, parce que tu nous avais parlé à l'époque du docu-réalité dans lequel tu prenais part comme participante, une des 8, je pense, participants de l'époque, oui. Qui était donc un vrai selfie, où on vous suivait, tout ça, puis toi, tu nous avais parlé aussi des différents troubles que tu as eu, entre autres, au niveau, je pense, de l'anxiété. Oui. Tu nous avais parlé aussi de ton histoire assez difficile. Quand tu étais jeune, ton père s'est fait assassiner, malheureusement, donc tu nous as confié ça aussi. Alors, j'aimerais ça savoir comment tu vas aujourd'hui, puis on va parler aussi d'une balado que tu as créée, qui était intéressante aussi. Oui. Alors, commençons peut-être par comment tu vas et comment ça s'est passé depuis 2 ans, finalement, pour toi? Une grosse question. Il s'en est passé des choses on a du temps. On a quand même du temps. Il s'en est passé des choses. Concernant un vrai selfie, on dirait que j'ai mis ça derrière moi, donc on dirait que je me rappelle plus que j'ai fait ça. Ouais. Peut-être que ça t'a aidé à évoluer, justement. Oui, c'est une preuve. Oui, vraiment beaucoup. Ouais. En 2 ans, là, je dirais que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai suivi, je termine là, une thérapie avec une psychologue. Ça fait 9 mois que je la suivais. Gros changement. Je me rends compte, puis je prends conscience de plein de choses qui remontent à mon enfance, du pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment intéressant de faire beaucoup de rétrospection comme ça. Pour démystifier, parce que sans entrer dans les détails, puis on ne veut pas savoir l'histoire de ta vie nécessairement en ce que tu veux pas moins dire, mais une thérapie, finalement, c'est beaucoup d'écoute, puis beaucoup de prendre conscience des choses, puis de changer des choses dans ta vie. Est-ce que c'est ça? Oui, bien dans le fond, c'est d'aller dans le bureau de la psychologue, de parler de ce qui te tente, puis elle t'aide à faire des liens, puis elle te dirige un peu. Elle va te dire des choses comme est-ce que ça se peut que telle chose, ça soit à cause de ça, puis comment tu t'es senti à ce moment-là. Puis toi-même, tu fais le cheminement dans ta tête. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ou qui se disent la médication, ça règle tout, mais c'est pas vrai. Souvent, c'est un ensemble. Là. Il peut y avoir de la médication, oui ou non, et il peut surtout y avoir, je pense, quelque chose de psychothérapie. Là. Oui, ça fait 10 ans que je prends de la médication. Puis j'avais essayé de faire d'autres thérapies, mais ça ne fitait pas. Parce qu'il faut que ça fitte en plus avec la personne. Ouais. Puis ça n'a jamais fité, sauf là. Donc, c'est très bénéfique. Peut-être aussi une question de timing. Là. Peut-être que tu l'as pas eu facile. Tu nous parlais quand même que tu as évolué à travers les années, puis ça prend quand même du courage. Si on parlait de ton père, que tu nous avais raconté, je pense, à l'âge de 8 ou 10 ans. À 9 ans. À 9 ans, en fait, c'est ça. Où il est décédé, en fait, par un assassinat. Oui. Je pense que ce côté-là, il y a eu des développements aussi depuis ce temps-là, depuis 2 ans. Oui, bien en fait, c'est depuis l'année passée que j'ai contacté Victoria Charlton, qui est une YouTubeuse quand même populaire. Puis, parce que j'avais commencé à écouter, elle a fait du true crime sur YouTube, puis j'avais regardé ses vidéos, puis j'écoutais ça du matin au soir, là, tellement que j'étais passionnée par ce qu'elle faisait. Puis je me suis dit, crime, mon histoire pourrait peut-être être racontée. Fait que j'y avais écrit juste pour voir, mais je me suis dit, c'est sûr qu'elle me répondra pas. Mais elle m'a répondu, puis elle m'a dit, « Hey, je commence un podcast, un balado. Est-ce que ça te tenterait de venir? » Là, j'étais comme, mon Dieu, ben oui. Pour raconter l'histoire ouais, directement. Puis elle, dans le fond, elle fait comme une recherche quoi, sur les cas criminels qui ont pu être arrivés, d'assassinat, par exemple. Est-ce que c'est ça? Pas juste d'assassinat, elle se passionne beaucoup pour les disparitions. OK. Mais c'est des histoires de partout dans le monde de crimes. Donc, tu sais, les assassinats, les disparitions. Je sais qu'elle a fait des vidéos sur des trucs paranormaux. Elle a écrit, elle vient de sortir son 3e livre. Puis c'est devenu une amie, pour vrai.
quand on s'est vu face à face comme ça, c'est comme si on se connaissait depuis super longtemps, puis ça s'est super bien passé. Puis après ça, après la sortie du balado, dans le fond, puis sur aussi YouTube, j'ai eu des gens qui ont communiqué avec moi, dont des anciens amis de mon père que j'avais connus dans le temps, en me disant, on aimerait ça te parler, on aurait des choses à te dire. OK. Fait que... Des pistes de solutions peut-être, ou pas des pistes de solutions, mais des pistes de recherche, parce que t'es toujours resté, je pense, avec un peu d'incompréhension ou en tout cas de questionnement par rapport à ça, parce que tu n'étais pas avec lui quand c'est arrivé, mais non. Tu l'as su via ta mère avec qui tu étais. Oui, ben c'est ça, c'est le fait de ne pas savoir, de rester comme ça dans l'ombre pendant une vingtaine d'années. Ça l'amène son lot de lourdeur. Mais grâce à ça, grâce à la vidéo, puis j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux comme sur TikTok, ben là, ça fait en sorte que j'ai passé à LCN, à Denis Lévesque et une émission au 98.5 grâce à Victoria. Puis j'ai eu un enquêteur. L'enquêteur au dossier m'a appelé. Ouais. Puis ça n'avait même pas rapport, mais c'est dans ce même moment-là, en janvier 2021, qui m'a contacté pour me dire on a du nouveau, il y a des gens qui commencent à parler, puis mais ça devait être à cause qu'ils ont vu la vidéo, parce que je te dis, il y a vraiment plein de gens qui m'ont écrit pour me dire j'aimerais ça te parler de ton père et tout. Ouais. J'ai eu des détails concernant sa vie à ce moment-là, quand il y avait un bar et tout, des choses qu'il a faites de correct et puis de pas correct, parce que c'était quand même relié au moteur. Donc, j'ai eu des détails là-dessus, qui aurait commandé son meurtre, en fait. Mais je peux pas trop en parler parce que l'enquêteur m'a prévenu de pas trop en parler puisque l'enquête est toujours en cours puis que ça pourrait être dangereux. Parce que c'est ça, on aurait l'impression des fois que les dossiers se ferment, mais c'est pas le cas. Là. Tant qu'il y a quelque chose qui n'a pas été totalement élucidé, souvent le dossier est ouvert. Là, ouais. C'est ça. Parce que ça date quand même de... C'est en quelle année qu'il a été assassiné? En 2000, février 2000. C'est ça, donc ça fait quand même plus de 20 ans, donc c'est quand même, ça ne doit pas dire. Ouais. Je te souhaite en tout cas, j'imagine que ça va répondre à des questions, puis ça va sûrement refaire un sens dans ta vie aussi. Ça doit t'avoir manqué de vivre toujours un petit peu dans l'inconnu à ce niveau-là. Hein? Oui, c'était beaucoup ça, je pense, qui me freinait dans mon cheminement en général. Puis le fait là, d'avoir comme des semi-réponses, puis de savoir que j'étais en communication avec l'enquêteur au dossier, que je sais qu'il travaille encore là-dessus, ben ça m'amène de l'espoir. Puis en même temps, de faire des entrevues aussi, puis d'en parler. Au moins, je peux en parler, puis j'ai beaucoup minimisé ça, mon histoire. Puis je me dis, non, c'est la mienne, c'est mon histoire. Puis si je peux en parler, tant mieux. Puis il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Je suis pas la première que son père s'est fait assassiner. Non. Puis j'ai eu plein de témoignages justement à cause de ça. Puis je suis super reconnaissante. Ouais. Si on venait donc aujourd'hui, en espérant que ça avance aussi l'histoire, mais tu as créé il y a eu quelque chose de très positif que tu as fait, tu as créé une balado. Oui. Parce que toi-même, tu es répartitrice au 911. Oui. Comment s'appelle cette balado? Ça s'appelle 911 Behind the Scene. Et comment on peut la décrire? De quoi on parle? En fait, je parle, il y a juste moi comme animatrice, puis je parle dans le fond du métier des répartiteurs d'urgence. Donc, je vais démystifier, je vais expliquer le travail des répartiteurs au travers d'une histoire. Donc, comme exemple, l'histoire de tireur de la mosquée à Québec. Oui. Je sais que son appel 911 a été diffusé. J'ai pas fait d'émission encore dessus, c'est programmé, là. Oui. Mais je vais expliquer toute l'histoire autour de ce qui s'est passé, comme d'où il vient, pourquoi il en est venu là. Puis par la suite, je vais diffuser l'appel 911. Je vais en parler, puis je vais parler surtout de l'aspect de la répartitrice, parce qu'il y a beaucoup de gens, puis c'est ça qui m'a projeté à vouloir faire ça. Quand que les appels 911 sont diffusés, les gens ont tendance à beaucoup critiquer le travail des répartiteurs. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est facile. Non, mais facile d'écouter quelque chose puis de se dire comme, voyons donc. Elle aurait dû dire si, ou dans ce sens-là. Oui, ou comme, tu sais, c'est évident que la personne est décédée, ou tu sais, c'est évident. C'est évident parce que vous connaissez déjà l'histoire. C'est pour ça que vous entendez l'appel 911, mais
quand tu es dedans... Quand tu le reçois, l'appel, c'est Ben toi oui. qui le vis. Là. Effectivement, c'est pas en perspective. Tu es là, puis tu dois, toi, te faire une idée de qu'est-ce qui se passe. Ben oui, puis il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, il y a les bruits ambiants autour, il y a les appels que tu as eus avant cet appel-là, Ouais. ton humeur de la journée, comme tout peut rentrer en ligne de compte que cet appel-là, tu vas soit bien le prendre ou moins bien le prendre, parce que ça arrive encore des fois, ça fait 6 ans que je fais ça, ça arrive très souvent que je raccroche puis je suis comme, tu sais, mon questionnement, il était pas fort sur cet appel-là, fait que je vais rappeler la personne. Mais c'était beaucoup pour démystifier tout ça parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point notre travail est important parce qu'on est le premier maillon d'une chaîne d'urgence. Ouais. Quand que tu vas pas bien ou peu Avec importe. n'importe quoi, même un feu, n'importe quoi. C'est ça, peu importe. Une urgence, c'est Ouais. le 911, puis c'est à la répartition que tu parles en premier. Tu sais. Ouais. Donc, on est les premiers à qui la personne va parler. Donc, on se veut d'être rassurant, et on se veut aussi... tu sais, les gens nous manquent beaucoup de respect, ils réalisent pas, ils pensent que c'est des policiers qui répondent au téléphone, fait qu'ils se permettent peut-être un peu plus de nous envoyer promener. Ah ouais. C'est vraiment difficile, je l'avoue, là, comme travail. Il faut vraiment avoir les nerfs solides. Est-ce que tu as parce que tu es sensibilisé à la santé mentale, j'imagine que tu as des appels qui ont rapport avec la santé mentale. Est-ce que tu as une façon peut-être, je dirais pas différente, mais d'agir ou de réagir en comprenant peut-être plus, ayant toi-même été sensibilisé à ça? Bien, je pense que ça m'aide parce que sur mon équipe, admettons, on est des personnes vraiment différentes. Comme il y en a une qu'elle est un peu plus sans émotion. Il y en a une qui est plus directive. Ou, mais moi, je suis celle qui est plus... je suis plus douce. Je vais plus... Ben, je suis plus douce. Le métier m'a un peu cassée, là, mais... Mais je vais plus prendre le temps. Puis quand il y a quelqu'un qui m'appelle qui a des idées suicidaires ou qui va pas bien, qui pleure, je suis plus en mesure de lui poser des questions sur sa vie. Puis je suis plus en mesure de comprendre comment que la personne peut se sentir quand il me dit « Ah, je fais de l'anxiété » ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que ça fait en sorte que je suis vraiment dans l'empathie. Donc, je peux mieux soutenir la personne au téléphone parce qu'on s'entend que c'est juste la voix. Donc, je peux pas voir la personne puis la réconforter. Donc, c'est vraiment par ma voix, parce que je dis que la personne va réussir à se calmer puis qu'on va éviter... Oui, le pire, là. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. C'est ça, mais c'est très intéressant pour les gens parce que c'est presque terminé déjà. Ça passe tellement vite. Oui. À chaque fois, on se le dit, mais les gens qui vont écouter ton balado, en fait, ils vont pouvoir justement découvrir un peu peut-être plus les dessous de ce que c'est le métier de répartitrice au 911. Qu'est-ce qu'on cherche ou comment on peut te trouver? En fait, j'ai une page Instagram qui est 91 Behind the Scenes. Sinon, je suis sur la plupart des plateformes, donc Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Puis on cherche ça, donc Behind the Scene. 911 Behind the Scene. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Ève Bolduc-Robitaille. J'espère que ça va continuer à bien aller. Puis on fera une autre entrevue éventuellement. C'est intéressant quand même de voir la progression. Puis ça donne peut-être espoir à des gens. Tu sais, tu as vécu beaucoup de choses. Puis on peut s'en sortir. Puis on peut vivre une vie de plus en plus heureuse. Donc c'est super intéressant. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Voulez-vous savoir ce qu'on a l'air puis ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, un esprit sain dans un corps sain. Oui, phrase bien connue depuis des millénaires. Ah oui, depuis très très longtemps. Depuis oui. longtemps. C'est une pensée qui a traversé les âges. Ouais. Oui, j'ai pris ça dans un article qui s'appelle simplement comme ça, un esprit sain dans un corps sain. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, même de nos jours. Et peut-être qu'on a tendance à l'oublier. Ouais, ça, peut-être, on le dit, mais je suis pas certain que les gens prennent la santé justement globalement. Oui, parce que ça fait un tout, hein, l'esprit, le corps, c'est toute la même personne. Et c'est drôle que tu nous parles de ça parce que notre chroniqueuse Catherine nous parle justement d'immunopsychiatrie, fait qu'elle fait un lien aussi avec tout ça. Donc, oui. On vient toujours à ça, je pense, très à propos, d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Alors oui, c'est selon un article qui s'appelle comme ça, un esprit sain dans un corps sain. J'ai le goût de faire de la recherche là-dessus. Et c'est sur un site c'est un site français qui s'appelle relance-running.fr. Oui, alors l'article commence en disant Mens sana in corpore sano.
en latin. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Qui a bien pu pondre cette phrase? Ceux qui, sur un malentendu, avaient pris l'option latin au collège ont peut-être des premiers éléments de réponse. Oui, voilà, vous l'avez bien deviné, cela veut dire « un esprit saint dans un corps saint ». Eh bien, c'est une citation extraite de la 10e satire de Juvénal, qui était un poète satirique romain de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. Donc, comme on disait tantôt, ça fait longtemps qu'on pense à ça. Oui. Alors, plus proche de nous, le baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux olympiques, l'a remixé en « un esprit ardent dans un corps musclé ». Au départ, je pensais que c'était lui qui avait sorti cette phrase, mais effectivement... Non, il l'avait repris, puis tu vois qu'il a un peu comme... il a haussé la barre, tu vois, un esprit ardent. Il l'a mis en ses mots, là. Oui, c'est plus qu'un corps sain, c'est un corps musclé maintenant, depuis Monsieur de Coubertin. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un corps sain? Nous accordons tous de l'importance au fait d'être en bonne santé et nous aspirons également à une silhouette svelte. Être bien dans ses baskets et ne pas se trouver trop mal à regarder lorsqu'on se retrouve face à un miroir. En gros, un indice de masse corporelle, si on veut être technique, là, soit l'IMC entre 19 et 24,9. Et un indice de masse grasse, ce qu'on appelle l'IMG, sous les 22% si l'on est une femme et sous les 15% si l'on est un homme. Une perception positive de notre physique affecte notre comportement de façon positive et nous permet d'être bien plus à l'aise socialement. Et tu vois qu'on donne quand même un écart, tu sais, fait que c'est pas vrai qu'il y a un seul modèle pour tout le monde, tu sais. C'est une moyenne, oui. C'est pas aussi tranché, là, tu sais, il faut quand même se donner un petit peu de... Faut être pas si dur avec soi-même. Là, j'ai l'impression qu'à l'époque d'aujourd'hui, on dirait que le look, là, c'est encore plus important, je pense que voilà, 50 ans ou 100 ans, peut-être. Ouais, mais il faut quand même se limiter, je trouve, parce que ça peut devenir... En faire une maladie. Ouais, il peut y avoir beaucoup d'anxiété qui viennent avec ça. Oui, oui. Alors, cependant, on nous dit, nous semblons oublier le plus important, la définition même de se sentir bien. Dans notre hâte d'être en forme rapidement, nous oublions qu'une bonne santé, ce n'est pas seulement un des indices corporels, le nombre de likes récoltés lorsque l'on échange sa photo de profil sur Facebook, ou encore l'absence de maladie. Il s'agit d'injecter une petite dose de bonne pratique dans les petits gestes du quotidien et de trouver le bon équilibre entre le corps et l'esprit. Cela exige des efforts réguliers et non un programme de cardio ou de musculation en mode commando sur une durée de 2 ou 2 mois. Et surtout que si quelqu'un se rend malheureux à faire ça, ton point était bon. Il faut d'abord être bien avec soi-même, même si on est un petit peu plus rond. Là. Oui. Alors, on nous dit dans l'article, Rome ne s'est pas construite en un jour. Énumérons quelques étapes à inclure dans notre routine quotidienne pour atteindre le fameux Saint Graal, un esprit et un corps sain. Tout d'abord, on nous propose la méditation. On ouvre bien grand les chakras et on fait Yon, tu sais, l'espèce de chant là, que je sais pas trop comment faire. Là. Yon, peut-être. Là. Alors, blague à part, des exercices de méditation réguliers de 15 à 30 minutes peuvent aider à augmenter le métabolisme du corps, à abaisser la tension artérielle, à soulager le stress et l'anxiété et à améliorer le rythme cardiaque et la respiration. La méditation ne signifie pas seulement de fermer les yeux et de s'imaginer lézarder sur une plage de sable blanc avec en face de soi une mer bleue turquoise. Remarque que moi, déjà là, j'aimerais ça être là. Ça m'aiderait à mieux me sentir, effectivement. Moi aussi. Aux antipodes, ce n'est pas forcément aller s'isoler pendant 1 an au fin fond du Tibet. Il est au contraire bien plus facile que l'on croit de s'ouvrir à la méditation. La méditation signifie simplement se concentrer sur quelque chose qui détend votre cerveau, ce qui est la clé d'un esprit sain. Trouver du détachement sur le quotidien afin de permettre une prise de conscience de qui on est réellement et quelles sont nos aspirations profondes. Éteignez votre téléphone portable, la télévision et l'ordinateur et coupez-vous du monde extérieur une petite heure quotidiennement. On s'isole et on se concentre uniquement sur sa respiration. On est en paix avec soi-même.
Maintenant, le bien-être passe par l'assiette. Je me rendais compte, juste avant que tu passes à ça, je me rends compte aussi que des fois, les gens ne prennent pas assez de temps. Des fois, c'est pas vrai qu'on perd du temps à prendre le temps de réfléchir. Des fois, ça vaut la peine de s'arrêter un peu puis d'arrêter de courir sans arrêt. Oui, mais avec tous les moyens de communication qu'on a, on a l'Internet, le téléphone portable, on dirait que c'est de plus en plus difficile. Je peux me tromper, là? Non, c'est plus difficile, c'est sûr. Alors, on nous dit, sans aller jusqu'à la dérive de certains athlètes qui se nourrissent quasi exclusivement avec des graines, on n'est pas des oiseaux. L'alimentation est le facteur ayant l'impact le plus important sur notre santé. Contrairement à ce que l'on croit, il reste possible de se faire plaisir avec des recettes saines et gourmandes. Rappelez-vous qu'il est impossible d'avoir un esprit sain si l'on ne fournit pas à notre corps le bon carburant dont il a besoin. Oui, c'est bien parti. Donc, la suite un peu plus tard dans l'émission, un esprit sain dans un corps sain. À venir dans l'émission, Catherine Stassin, notre collaboratrice, est des nôtres. Son sujet, l'immunopsychiatrie. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec un esprit sain dans un corps sain. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. C'est maintenant le temps d'accueillir notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvan. Alors aujourd'hui, tu as bien dit immunopsychiatrie comme sujet? Oui, c'est pas facile à prononcer. Non. Et puis c'est inhabituel parce que c'est assez récent. C'est ça. L'immunopsychiatrie. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Oui, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est une discipline qui va s'occuper d'étudier la connexion entre le cerveau et le système immunitaire. Donc, pour eux, ils affirment, mais bon, ils étudient encore, évidemment, ils affirment que les troubles mentaux, en tout cas certains troubles mentaux, ont des liens avec les perturbations du système immunitaire. Donc, que ce soit des infections ou des affections auto-immunes. Alors, on peut dire que, bon, ça va de l'avant, l'immunopsychiatrie, parce que certains journaux scientifiques très sérieux publient ces chercheurs. Donc, on peut dire qu'en effet, l'immunopsychiatrie existe. Il y a des grands congrès de médecins connus sur l'immunopsychiatrie. Mais c'est assez récent, comme tu dis. C'est quand même relativement récent. En tout cas, ce n'est pas encore du domaine de l'applicatif de tous les jours, on va dire, pour les patients habituels. Il y a des expériences, bien entendu. Donc, voilà. Mais ce sont les tout débuts de la discipline quand même, en termes d'applicatif à monsieur et madame tout le monde, d'accord? Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'ils vont considérer aussi bien, en tout cas pour le moment, la schizophrénie, le trouble bipolaire et les troubles du spectre de l'autisme comme des maladies de système, plutôt que carrément des pathologies uniquement mentales, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très spécial. Alors, pourquoi pas? On va aller un peu plus loin dans ce sens-là. Et ils disent, eux, notamment, une expérience révèle qu'il y a une incidence sur les mères enceintes qui ont été hospitalisées au moment de la grossesse et qui étaient contaminées avec une infection virale et qui étaient donc hospitalisées pour ça. Eh bien, il y a une incidence sur l'augmentation du trouble TSA, trouble du spectre de l'autisme. D'accord? Ça, c'est vraiment une expérience vérifiée par les pairs, tout ce qui est plus sérieux. D'accord? Donc, il y a d'autres infections plus connues comme le toxoplasme. Le toxoplasme, c'est une infection qu'on peut avoir de notre chat, ça, c'est le plus courant. Et il y a des liens à faire avec cette infection et l'augmentation de risques reliés par après aux troubles bipolaires, à la schizophrénie, au TOC et aux addictions. Donc, c'est vraiment, c'est intéressant de voir jusqu'où ils vont dans leur démarche et de considérer vraiment que le trouble mental, quel qu'il soit, pourrait être, comme un mot conditionnel, une pathologie de l'organisme tout entier. Ou pourrait avoir Pas seulement une des sources ou une des causes, c'est ça? Parce que longtemps, comme tu dis,
le système immunitaire Ouais. pourrait être une des causes dans l'organisme. Ouais. Eux, ils envisagent l'organisme au complet dans Ouais. ce sens-là. Et c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça dépasse notre approche occidentale traditionnelle qui sépare fort le corps de l'esprit. D'accord? Tandis qu'ici, ce qu'ils vont faire, c'est aller faire un rapport entre le corps et puis donc la maladie mentale et de nouveau le corps. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une inflammation plutôt qui est responsable et pas peut-être un choc post-traumatique qui donne d'autres Ouais. maladies et qui donne en plus un trouble post-traumatique, d'accord? Ouais. Donc, c'est assez intéressant. Eux, évidemment, ils parlent beaucoup d'inflammation comme facteur de départ pour un déclencheur de la maladie mentale. Donc, l'inflammation et la réponse du système immunitaire qui fait que ton corps, par exemple, Yvan, il va être exposé à une infection ou il va rencontrer un corps étranger, etc. Il va faire une réaction, il va faire une inflammation. Et ça, pour eux, ça pourrait déclencher des maladies mentales. Évidemment, il faut être prudent dans ce genre de contexte. Mais ça reste que la recherche, ou en tout cas la science évolue en rapport à ça pour peut-être mieux prévenir jusqu'à un certain point, surtout quand tu parles de femmes enceintes qui éventuellement vont avoir un jeune bébé qui pourrait plus tard développer certaines problématiques. S'il y a des signaux, ben, peut-être qu'ils vont plus surveiller, prévenir en fait, c'est un peu ça. Hein? Alors, je ne peux pas encore vous dire s'ils sont à ce stade-là, mais vraiment, c'est intéressant. Mais je pourrais vous donner quelque chose qui est plus tangible, on va dire, qu'un enfant, un fœtus chez la mère qui est affecté, etc. On peut parler, par exemple, de la dépression. Là, ils ont remarqué, évidemment, eux, ils voient la dépression, que le monde connaît bien en général, comme un dysfonctionnement également du système immunitaire. Et ils la voient comme quelque chose qui pourrait soigner avec des anti-inflammatoires éventuellement. Il y a toute une palette, évidemment, d'anti-inflammatoires. Pour le moment, évidemment, c'est soigner uniquement avec des antidépresseurs. Donc, ce sont des médicaments qui vont aller agir uniquement sur les neuromédiateurs. D'accord? Eux, ils veulent agir autrement. Mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire une chose pareille? Comment ça arrive? En fait, au début, c'est une question comme souvent en science, il y a des coïncidences. Ils remarquent lors d'une autre expérience qu'il y a un effet sur un médicament qu'ils essayaient. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était des médicaments qui inhibaient un type de tumeur, on va dire comme ça pour simplifier, d'accord? Et ces inhibiteurs, eh bien, ils ont remarqué qu'ils avaient un effet intéressant sur des patients qui étaient déprimés, et pas simplement déprimés, mais déprimés et résistants aux antidépresseurs. Et ils ont remarqué que ces inhibiteurs donc de tumeurs, eh bien, ils arrivaient à déclencher vraiment un changement surprenant chez des gens qui n'arrivaient pas à réagir, dont le corps ne réagissait pas, disons, aux antidépresseurs. Donc ça, il faut évidemment être extrêmement prudent, mais on peut être plein d'espoir en même temps. Est-ce qu'on peut dire alors à ce stade-ci est-ce que les anti-inflammatoires et d'autres substances auxquelles eux pensent, est-ce que ce sont peut-être des traitements de pathologie mentale pour demain? Est-ce qu'on peut se dire, tiens, dans 10 ans, on traitera autrement une maladie qui aujourd'hui est traitée uniquement avec des médicaments dont l'entièreté quasi des psychiatres se mettent d'accord sur l'efficacité? On peut se poser la question. En tout cas, c'est la démarche des gens qui travaillent en immunopsychiatrie. Il y a des congrès, il y a des rassemblements, comme je l'ai dit, d'éminents psychiatres. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de... Oui, c'est expérimental, mais ce n'est pas quelque chose de... C'est pas une grosse blague. Et quand on sait depuis longtemps, là, c'est peut-être moins le cas ces années-ci, mais longtemps, les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires. Puis souvent, comme tu dis, certaines personnes, ça fonctionnait pas. Donc, ils devaient changer de médicament, aller chercher autre chose. Alors, ça peut des fois donner de l'espoir. Il n'y a pas que la médication dans le rétablissement, mais si le médicament peut mieux agir alors qu'un autre ne fait pas le travail, ben c'est quand même encourageant. Là. C'est ça. Je pense que là, on voit que
tout le monde n'est pas égal devant le médicament. Oui, on ne Et réagit pas de la même peut-être façon. que, mais bon, là, c'est un petit peu une extrapolation, il faut faire attention à ça. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent d'autres causes, d'autres déclencheurs, qu'on ne s'arrête pas uniquement à un choc traumatique, qu'on ne s'arrête pas uniquement à une réaction qui aurait une origine purement mentale. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans le corps aussi s'il n'y a pas quelque chose qui est plus véritablement propre à l'organisme et qui déclenche cela. Et pour ça, c'est intéressant de quitter cette approche occidentale et d'aller voir peut-être autre chose. Parce Donc, qu'ailleurs, on le faisait, le monde occidental avait cette tendance-là, d'autres peuples peut-être voyaient plus l'ensemble du corps humain, quoi, dans l'approche peut-être plus. c'est très intéressant comme question. Je pense qu'il y a eu différentes époques dans la médecine et que les gens essayaient un peu toutes sortes. Mais c'est vrai qu'on est connu en Occident pour être très traditionnel et de fort scinder le corps et l'esprit, etc. D'y aller en silo, là, Voilà. une santé mentale, donc on s'occupe du Voilà. mental, on ne s'occupe pas de l'entièreté de la personne. Là. Ce que je pense qui est intéressant à retenir, c'est que on n'a jamais définitivement raison, je pense. Ce qui est intéressant pour des chercheurs, en tout cas, c'est de se dire, OK, ces médicaments fonctionnent, mais il y a quand même 30%, en tout cas pour la dépression, environ de personnes qui ne réagissent pas à ces médicaments. Donc, ça ne doit pas être le seul motif de recherche, mais je veux dire, c'est intéressant d'aller se dire, tiens, mais est-ce que ça pourrait venir d'ailleurs? Puisque eux ont remarqué lors d'expériences au sujet de ces tumeurs précises que ces gens qui étaient aussi déprimés, mais dans le fond, non seulement la tumeur réagissait, mais en plus, le E réagissait. Alors, ils ont aussi remarqué justement à ce sujet-là que beaucoup des patients qui ont des maladies chroniques importantes, on va dire des maladies chroniques vraiment importantes, vont comme un cancer, peut devenir chronique, sont des gens souvent profondément déprimés. Alors, est-ce qu'il y a là sont aussi... déprimés à cause de la problématique, ce qui est déprimant, Voilà. ou si effectivement ce qu'il y a un lien? Voilà. Ouais. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Ouais, c'est ça, parce que Ou c'est sûr que c'est pas Jojo, là, une maladie grave, c'est quand même Voilà, difficile à vivre. ils restent dans un marasme, ces gens-là. C'est sûr. Et donc, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Mais est-ce que ça peut être plus complexe que ça, bien évidemment? Moi, je crois que c'est plus complexe que le corps, en tout cas au niveau sciences neuronales, etc. On découvre maintenant des choses, vraiment, on est au tout début de la grande connaissance de notre cerveau à ce niveau-là. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et bon, en même temps, il faut être optimiste, justement. On va apprendre beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est important, donc, c'est à retenir, c'est que les soins thérapeutiques qu'offre l'immunopsychiatrie maintenant, ça ouvre de nouvelles perspectives. Donc, là, il faut évidemment être prudent et pas trop se faire d'attente, mais on peut se permettre d'être quand même optimiste parce qu'on se dit que ces gens ont ouvert une voie qui ne l'était pas avant et qui va peut-être avoir d'autres incidences par accident ou par véritable objectif ou hypothèse d'une expérience. Ils vont peut-être arriver à des résultats probants et intéressants pour trouver d'autres médicaments pour les maladies mentales. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Ça peut être quelquefois plus long, mais des fois, ça se fait vite aussi. Des fois, ils vont se rendre compte que quelque chose fonctionne, bon, on l'applique, puis pas d'effet secondaire, tu sais, donc c'est ça, effectivement, c'est à voir. Là. Évidemment, on va avoir des références, je pense qu'il y a quelques références qu'on va mettre sur notre site web. Il y a beaucoup de références, Cette fois-ci, il y a beaucoup de liens. Donc, vous pouvez aller voir des éléments textuels, mais vous pouvez aller également voir plusieurs conférences, donc beaucoup de vidéos sur l'immunopsychiatrie qui sont assez abordables quand même. Donc, vous avez du textuel et des vidéos, je vous invite à consulter. Pour faire mieux connaître effectivement le sujet. Donc, allez sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce et la chronique de Catherine Stassin, donc sur l'immunopsychiatrie. Donc, merci beaucoup, Catherine, d'avoir été des nôtres cette semaine à Folie douce. Merci, Yvan. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Folie douce, c'est l'émission qui vise l'authenticité et ce vent de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as entamé un petit peu plus tôt, Pierre, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Mais avant que tu continues, ton article, c'est que ce que j'ai vu récemment sur Internet m'a plu, c'est-à-dire que ça disait quelque chose du genre couper le café en buvant du thé vert va vous enlever le peu de pourcentage de bonheur que vous pouvez avoir à prendre un café. En d'autres mots, ça me faisait réaliser comment c'est important aussi d'être heureux. Tu sais, c'est beau de se priver et d'avoir des restrictions, mais je trouve que c'est une bonne façon de vivre aussi, de temps en temps, de se plaire aussi avec oui, ce qu'on mais prend. ce que tu dis, d'abord, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que disent nos amis ici sur le site relance-running.fr. Ils disent la même chose que toi. C'est un peu leur façon de penser aussi. C'est ça, c'est que eux autres prétendent que c'est plus l'équilibre, finalement, qui compte. Quoique, il y a des choses là, que... moi, je vais me tenir loin. Là. Il y a des choses qui me font peur des fois quand je vais au supermarché. Quand je vois toutes les boissons qui sont très, très, très sucrées, ça, je vais me tenir loin de ça. Mais en tout cas, c'est moi. Alors, je poursuis ma lecture sur cet article Internet qui s'appelle « Un esprit sain dans un corps sain ». Et on était rendu justement dans la section qui nous parle de l'assiette, la fameuse assiette. On nous dit dans l'article « L'émergence des nouveaux modes de consommation alimentaire a coïncidé avec l'émergence des pathologies telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. L'alimentation est désormais, dans la plupart des pays développés, un enjeu majeur de santé publique. Notre vision est qu'il n'y a pas d'aliments interdits. L'important est de conserver un bon équilibre alimentaire et cela ne se mesure pas sur un seul et unique repas, mais sur toute une semaine, voire sur un mois complet. On n'est pas les derniers à craquer de temps à autre pour le combo kebab, frites, sauce andalouse. Ça me fait penser à du fast-food français, ce qu'on n'a pas ici. Ça a l'air bon. Ça donne faim, on ne connaît pas ça. Mais eux autres rajoutent avec la canette d'orange Fanta qui va bien par-dessus. On le sait, c'est mal. Mais quand on fait les comptes à la fin du mois, s'il y a un peu plus souvent de légumes crus que de barres chocolatées bourrées de sucre et d'huile de palme, c'est que l'on est sur la bonne tendance. Une règle à respecter que l'on se fixe, jamais un repas complet sans un minimum de légumes et de fruits. Ces aliments sont la base de l'alimentation car ils procurent des fibres et des macronutriments dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. S'il y a un truc à retenir, ce serait le plus possible et toujours des fruits et des légumes de saison. Consommer des légumes crus et, on nous dit, of course, éviter les grignotages. Ouais. Ça, on remarque que les fameux grignotages, c'est de plus en plus un péché, un péché mortel. Ben ça laisse pas le corps, on dirait, assimiler ce qu'on a eu comme repas. Puis beaucoup s'entendent aussi, en écoutant ça me disait que beaucoup s'entendent maintenant pour qu'on s'assure d'une variété. Tant qu'on respecte d'avoir une variété d'aliments, bon, là, mais je veux dire, quelque part, c'est un peu la norme maintenant pour être en bonne santé. Oui. Et un autre grand penseur qui avait... Hippocrate, il avait dit que ton aliment soit ton seul médicament. Oui. Voici quelques exemples d'aliments qui soignent. Il y a tout d'abord le fer. Si vous êtes constamment fatigué, il y a fort à parier que vous souffrez d'une carence en fer, élément central dans la construction de l'hémoglobine et le transport de l'oxygène. Le fer vous aide à vous concentrer et à donner la pleine mesure de vos capacités intellectuelles. On en retrouve dans le poisson, la viande rouge et les légumineuses. Et le magnésium. Vous êtes sujet au stress et aux crises d'angoisse. Ajoutez donc une dose de magnésium dans votre alimentation. Le magnésium joue à la fois un rôle dans la production d'énergie, mais a également un effet sédatif. Il augmente ainsi votre résistance au stress en réduisant la libération d'adrénaline et de cortisol. Les aliments riches en magnésium sont les oléagineux tels que les amandes, les noix ou encore les noisettes, mais aussi, et cela fera plaisir aux gourmands, dans le chocolat noir. Oui. Tu aimes ça, le chocolat noir? Oui, j'aime ça. Toi, moi, c'est plus le chocolat au lait. Non, parce que le chocolat noir, effectivement, il est plus sain, entre guillemets. Oui, il est moins sucré. C'est moins bon au goût. Mais quand c'est du chocolat très noir, moi, j'aime beaucoup moins. C'est comme 85% peut-être. Moi, ça va encore parce que effectivement, c'est une question de goût, mais moi, ça me va. Oui. Et finalement, il y a la vitamine C. Comme le fer dont elle aide à l'assimilation, la vitamine C va permettre de réduire la fatigue. On en trouve principalement dans les agrumes. Maintenant, autre point, faire de l'exercice de façon intelligente. Les bienfaits du sport sur la santé et le bien-être ne sont plus à démontrer. Cela va également avoir
avoir des effets positifs sur votre humeur et booster le fonctionnement de votre cerveau. Tu vois, c'est un article français, mais je ne gêne pas eux autres pour mettre des mots anglais. Hein. Oui. Et quand on parle d'activité, ça n'a pas besoin d'être des choses très extrêmes. Hein? Souvent, c'est très simple et c'est très accessible aux gens. Là. Oui, on dit, premièrement, les bienfaits du sport sur la santé mentale. Il a été démontré que l'activité physique régulière, quelle qu'elle soit, permet de se libérer l'esprit et de lutter contre l'anxiété. Les gens souffrant de dépression sont souvent encouragés à faire un peu d'exercice car le cerveau libère des endorphines durant l'entraînement et cela contribue au bien-être mental. Le sport est aussi le meilleur moyen de tisser des liens d'amitié forts. Une passion commune renforce le sentiment d'appartenance à un groupe. On vit les mêmes choses et on se fait mal dans le bon sens du terme ensemble. Cela améliore la perception que l'on a de son corps et de son image. On accepte mieux. Et j'irais dans le même sens pour dire un peu de ce qu'on disait sur l'alimentation, que pour faire de l'exercice, c'est important d'en faire, mais à tous les jours. Et ça peut être simplement faire de la marche. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont complètement assis devant la télé tout le temps. Ça, c'est vraiment pas bon. Quitte à accélérer le pas, ça peut être une marche un peu plus énergique, mais ça a un gros bienfait. Oui. Alors, c'est sûr, je n'aurais pas le temps de lire tout l'article, mais ici, on parle des bienfaits du sport sur le corps. Pour être en bonne santé, tous les médecins vous conseilleront de pratiquer une activité physique régulière. Au premier lieu, il y a la course à pied. C'est souvent cité. Mais j'invite les gens à se rendre simplement sur le site et ça parle un esprit sain dans un corps sain. C'est le titre de l'article. Et on va le mettre sur notre site, donc antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce. On aura le lien direct. Oui, c'est sur le site relance running.fr. Merci beaucoup, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer l'émission, je veux te remercier, Pierre, pour ta mise en onde. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as ramené une phrase très célèbre, un esprit sain dans un corps sain. Oui. Il faut y penser, c'est important de... Je pense que ça va rester longtemps. Oui, ça va rester. Merci beaucoup. Donc, et merci à notre invité en début d'émission, Marie-Ève Bolduc-Robitaille, qui est revenue sur l'assassinat malheureux de son père il y a plusieurs années. Elle nous a parlé aussi de son nouveau balado. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était des nôtres. Elle nous a parlé pour sa part de l'immunopsychiatrie. C'était donc le rendez-vous de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. À la prochaine. Au revoir.